Bonjour et bienvenue dans cette émission où aujourd'hui je reçois Emmanuel Croiset. Bonjour. Bonjour Didier. L'actualité actuelle maintenant de Emmanuel Croiset, c'est ce livre. Alors, La lumineuse histoire de Noir, qui est sorti, on peut le dire, en juillet. En juillet. Ouais. Donc c'est très récent. Est-ce que tu peux nous raconter, pas l'histoire que contient, je pense que les gens pourront justement s'en informer, mais en tout cas l'idée, la démarche, et comment t'es venue cette histoire d'histoire lumineuse, est-ce qu'elle est si lumineuse que ça? Pourquoi parler du noir? En général, c'est assez négatif. Et puis, tu as préféré C'est montrer... négatif. Dit négatif, oui, c'est vrai. C'est dans notre culture à nous, les enfants ont peur du noir. Et c'est vrai, tu t'attaques à la source, en fait, de la problématique, puisque c'est assez culturel. Déjà, est-ce que tu as eu toi-même eu peur du noir, comme beaucoup d'enfants finalement? Et d'où ça peut venir? Parce que je suppose que tu as fait de recherches pour en arriver là. Déjà, je l'ai vécu. C'est le plus important. Donc, peur du noir, oui, jusqu'à 27 ans, j'en ai 41. Donc, ça parle. Comment on peut le traduire? Peur d'être seul, peur du manque de lumière. Moi, je l'ai traduit souvent, c'était dans le ressenti. C'est-à-dire petit, dès que tu commences à rentrer dans un état de peur, de ne plus voir ce qui se passe autour, tu commences à t'éveiller. Alors, je vais partir très vite dans l'opposé, c'est-à-dire que grâce à la peur du noir, j'ai développé aussi du ressenti. Tu vas travailler peut-être ce sixième sens animal, ou je ne sais pas comment l'expliquer, où, quelque part, tu rentres dans ta peur et puis tu te mets aussi à écouter et à aller chercher ces peurs, mais tu développes aussi cette forme d'écoute. Donc, je te parle aussi de ce qui me dérange, mais très vite aussi de ce que ça m'a apporté, parce que, quelque part, si j'ai travaillé le ressenti avec les années, c'est aussi parce qu'enfant, dès qu'il n'y avait plus de lumière, dès que j'étais dans cette chambre toute seule, parce que j'étais le seul isolé un peu dans la maison, au fond de la chambre, et tout de suite, je ressentais des trucs, ou j'avais peur de les ressentir, ou je créais peut-être des choses dans ma tête. Et moi, j'ai eu une enfance, à m'en souvenir, avec ma vision des choses à l'époque, vraiment terrible, parce que vraiment aucune nuit, jusqu'à 27 ans, ou jusqu'au jour où j'ai vraiment compris comment je fonctionnais, pourquoi je pensais, pourquoi je réfléchissais comme ça. C'était des nuits terribles à pas pouvoir dormir. Et aussi, c'est ce qui m'a permis aussi de rester en couple très longtemps. Forcément. Dès qu'on part chez ma maman, on trouve une copine, on la garde, parce qu'on ne veut pas rester tout seul la nuit. donc c'est tout ça aussi. Des unions, en fait, plus calculées à un moment donné pour échapper à sa part d'ombre, on peut dire ça. Ouais. Après, j'ai travaillé aussi 15 ans en discothèque, donc travailler la nuit pour éviter de faire face à ces nuits aussi, je pense. Inconsciemment, avec les années. Puis les discothèques, il y a beaucoup de lumière, donc on essaie vraiment d'éclairer. Tu vis, et puis ces horaires, on va dire, où tu étais dans la peur, quelque part, je les exploite dans mon travail. Donc il y a tout un parcours aussi là-dedans, tu vois. Donc c'était une façon pour toi de transcender cette peur-là? La fuir peut-être la transcender, mais en tout cas elle était bien présente. De l'expliquer maintenant, je pense que chaque enfant ou chaque personne la vit à sa façon. Ça serait dur de donner un schéma global, mais en tout cas, elle est présente chez beaucoup de monde, oui, c'est clair. Alors, c'est vrai que c'est culturel, et j'ai l'impression que ça fait presque partie de la mémoire collective des gens, cette peur du noir. Ouais, un ancrage. Elle est vraiment là, et en plus, le pire, c'est qu'elle n'a aucune raison d'être, parce que la nuit est réparatrice. En général, oui. Le corps a besoin de se reposer, on le sait tous, oui. Médicalement, sociologiquement, psychologiquement, à tous les niveaux, tout le monde est d'accord et s'accorde à dire que c'est une très bonne chose. Et que la nuit, et surtout, on dit la nuit porte conseil. C'est ça, quand on est souvent tourmenté par une problématique, on dit la nuit porte conseil. C'est vrai que voilà, on prend le temps de digérer une information et le lendemain on a les idées un peu plus claires après une bonne nuit de sommeil qui est passée. Mais au-delà de ça, sur le plan socio-culturel, il y a un non-dit. Il est vrai que les personnes ont peur, par exemple, d'être cambriolées, de se faire voler, d'avoir un malfrat qui rentre. Or, en fait, on s'aperçoit que, et ça ce sont des chiffres de la gendarmerie, de la police nationale, il semblerait que en fait les vols sont plus commis le matin, en journée. En pleine journée, pourquoi? Parce que les gens sont au travail et abandonnent leur habitat qui est souvent, même pour toute une famille, les enfants sont à l'école, les parents au travail, et donc la maison est sans surveillance. Alors c'est un tort de penser ça. Et pourtant, l'idée est encore récalcitrante, on se dit, la nuit, c'est dangereux, tout peut sortir. Mais ça va bien au-delà, on a l'impression qu'il y a des espèces de Cro-Magnon monstres. encore. À Cro-Magnon, je pense que... peut-être déjà ces mémoires de peur du noir, de se protéger la nuit, enfin, je pense que c'est... pas super calé, mais peut-être dans le cerveau reptilien, tous ces vieux automatismes aussi de survie, où tu as peur justement de te faire attaquer la nuit, ou au moment où tu te reposes justement. Il y a toute la symbolique derrière. Il y a vraiment cette peur matière quelque part, et toute la symbolique.
cette peur du noir qui peut symboliser le négatif, qui peut symboliser tout ça. Et cet effet aussi où le noir, c'est ce moment où tu vas te reposer, qui symbolise ton repos, cette paix intérieure, ce moment où, comme tu dis, tu vas te reconnecter et tu vas être bien. Et d'un autre côté, tu te co-crées un danger, quoi. C'est-à-dire que tu t'interdis même de pouvoir te poser, de pouvoir souffler un moment, et depuis peut-être la nuit des temps, justement. Donc tu as tous ces ancrages, tous ces mémoires familiales, peut-être dans l'ADN, tu as tout ce côté matériel, et toute la symbolique du noir aussi. Et le principe du livre, c'était un peu ça, c'était de montrer une autre symbolique aussi de ce que peut apporter le noir, et on oublie de le voir. Donc voilà, comme je te dis, ça symbolise le négatif, ça crée du racisme, ça crée plein de choses aussi, ces histoires de couleurs, ces histoires de plein de choses. Et j'avais envie de donner une autre image de cette obscurité parce que ça me parlait à l'intérieur. Tu as les ancrages religieux, tu as ces notions d'enfer, tu as tous ces trucs-là. Et j'avais envie de sortir de l'image du noir parce que quand tu avances spirituellement, tu arrives dans cette notion un jour où le noir, c'est aussi l'expérience. Et cette expérience qui symbolise aussi la matière. Toi, le noir, quelque part, c'est la matière, c'est ta partie mentale aussi. Donc, dans cette symbolique du noir, il y a aussi cette notion de... Moi, j'ai changé ma vision des choses. Très longtemps, j'étais dans une quête de lumière. Et je me suis aperçu que finalement, être dans une quête de lumière, c'est quelque part connoter ou imaginer qu'on est obscur, tu vois. Alors que dans la symbolique, quand on avance spirituellement, maintenant, je me dis, je fais une quête d'obscurité, tu vois. Faire une quête d'obscurité, c'est considérer que tu es lumineux et t'expérimentes cette obscurité pour valider à quel point tu es lumineux. Ou tu es dans l'amour, justement. Donc, pour moi, dans ma tête, il y a un moment où cette notion de noir et d'obscurité, elle a complètement basculé. Je suis passé d'une peur qui a duré pendant des années aussi à expérimenter la dualité, la division, expérimenter des méthodes énergétiques en dualité avec les anges, les démons, des trucs comme ça. J'ai expérimenté ces stades-là. Et c'est intéressant d'expérimenter pendant des années la dualité pour un jour, comment on va dire, se réconcilier avec l'obscurité, tu vois. Et donc du coup, maintenant, c'est ça pour moi, je fais une quête d'obscurité. Je reste lumineux, je reste dans mes pas, je reste dans ma lumière, j'expérimente et je valide à quel point je suis ce que je suis. Je te souhaite le même succès qu'un certain Axel Bauer. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai, on se souvient tous du tube éponyme Cargo de nuit. Et puis son retour, en fait, son comeback a été fait avec un titre qui était « Éteins la lumière », justement, et « Cherche les ombres ». Donc, de la même manière, dans la symbolique, tu parlais des hommes de Cro-Magnon qui avaient peur du noir, certainement aussi pour être chassés par rapport aux prédateurs. Et c'est même pour ça qu'on a cherché à s'éclairer. Et peut-être la création du feu, à ce moment-là. Donc, de la symbolique du noir est née, celle aussi du feu. Il y a un côté alchimique presque, hein, on est dans les œuvres, où là, il y a une transmutation qui se fait, où finalement, une peur devient une force, puisqu'après, eh bien, le feu a été le début de la technologie et la suprématie de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. On connaît la suite. Alors, pour revenir à ton livre, Emmanuel, que tu as fait, alors, je rappelle, illustration d'Agnès Arfeuil. Alors, toi, tu as écrit les textes, hein, on est bien d'accord, en sachant qu'on parlait hors caméra, il est vrai que ça peut paraître simpliste à la base, parce que ce sont on le voit dans les images, hein, très enfants, mais finalement, c'est aussi un livre, un petit livret simple à lire, qui est tout public, parce qu'il y a encore des adultes qui sont encore des enfants à l'intérieur, ça s'adresse à l'enfant intérieur de chacun, et il y a plusieurs niveaux de lecture. Hein, oui. Il faut comprendre, et c'est vrai, un peu comme on est dans les vers de Pythagore, hein, où ça paraît très simple au départ et on ne comprend rien, où on se dit, mais finalement, c'est d'une simplicité presque enfantine, et finalement, on arrive à comprendre au fur et à mesure, en se relisant les phrases, un peu des psaumes, on se dit, tiens, il y a autre chose à comprendre derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que tu l'as conscientisé de cette manière dès le début au niveau de la conception, et est-ce que Agnès Arfeuil a compris cette démarche-là au niveau? Est-ce qu'il y a ces mêmes couches différentes dans ces illustrations? Alors j'ai envie de dire que notre soi intérieur de chacun l'a compris. Parce que j'ai travaillé vraiment en confiance. C'est-à-dire qu'au départ, c'est parti d'une histoire que j'ai racontée à ma fille qui avait peur un soir. Elle avait 5 ans, même pas. C'était il y a 2 ans, donc elle avait 4 ans à l'époque. Donc je lui raconte une petite histoire qui vient comme ça. Donc, et je contacte Agnès Arfeuil, je lui dis, voilà, écoute, j'ai ce petit poème là que je viens de raconter à ma fille. Tu peux me le mettre en image. Et là, je sais que tout est parfait quelque part. Donc, je me dis, je lui fais confiance, je donne le texte, et je sais que ce qu'elle va me sortir, elle sera forcément inspirée elle aussi, et ça sera parfait aussi. Donc, je n'ai pas cherché à m'occuper de la partie dessin. Je n'ai même pas trop de mérite, parce que quelque part, tu as l'info. Moi, j'ai replongé dessus, je l'ai écrit en 2 jours, j'ai envie de dire. Elle a bossé des mois sur les dessins. Des mois quand même. Oui. C'est 2 ans de projet.
Moi, le seul mérite que j'ai eu, c'est d'être à l'écoute de moi à un moment et de sortir le truc. Et après, tout s'est mis en place. Et quelque part, j'ai envie de dire, est-ce que c'est calculé ? Non, parce que même moi, aujourd'hui, quand je le relis, après 2 ans, je retrouve des niveaux de conscience parce que j'ai avancé moi aussi en 2 ans. Et je me retrouve des symboliques dans les dessins, dans les écritures, qui peuvent dire autre chose encore plus profond et encore plus en accord avec une forme d'unité, une forme d'amour. Et le départ, je veux dire, il y a plusieurs niveaux de lecture. Pourquoi ? Parce que c'est un livre pour enfants, ou un livre à lire, tout simplement, pour tout le monde. Il y a des jolis dessins, il y a de la couleur, il y a une histoire. Après, c'est peut-être thérapeutique, c'est la peur du noir. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de ça, c'est le côté, on va dire, juste pour ouvrir à tout le monde. C'est-à-dire comment passer un message profond à monsieur et madame tout le monde. C'est pas rester dans une élite éveillée, c'est pas rester dans une élite de penser tout savoir ou tout connaître là-dessus. C'est tout le monde est parfait, tout le monde sait tout. Comment, par une forme de lecture, on va arriver à susciter une forme d'intérêt différent. Comment on va pouvoir voir autre chose. Parce que ma philosophie, c'est ça. Comment avoir une nouvelle vision des choses. C'est-à-dire l'obscurité, on peut l'avoir obscure, mais on peut l'avoir aussi comme une forme de lumière aussi, on peut l'avoir différemment. Ce livre, c'est une nouvelle vision des choses aussi. Donc, il y a un message derrière un peu subliminal qui vient se greffer sur cette histoire. Et vraiment, le fond pour moi de cette histoire, ce que j'ai retrouvé vers la fin, c'est surtout une notion d'amour et d'unité, c'est-à-dire ne plus être en division avec les choses, vraiment être en amour et en unité, ne plus être en conflit avec tout ce qui symbolise le noir. J'avais une petite phrase qui m'était venue un jour, je l'avais mis en dédicace, comment apporter une réponse dans tes nuits blanches et dans tes jours obscurs. Donc les jours obscurs, c'est tous les jours que tu vois catastrophiques, où tu penses que les choses ne vont pas, où tu as plein de choses qui s'abattent sur toi dans la vie, tout ce qui te paraît noir, quelque part derrière, il y a toujours quelque chose qui nous fait grandir, donc finalement, c'était pas noir, c'était juste notre vision des choses. Et dans tes nuits blanches, quand tu as peur, tout ça, finalement, si tu vois l'obscurité, l'idée c'était ça, c'était de remettre noir sur une palette des couleurs, donc de ne plus le considérer comme une non-couleur. Donc c'est noir redevient une couleur, noir retrouve ses amis couleurs, il revient sur cette planète, et à partir du moment où il redevient une couleur, il redevient dans une forme de matière, dans une forme d'existence. C'est-à-dire, quand je ferme les yeux, si je vois du noir, si noir est une couleur, on ne peut pas avoir une couleur sans lumière. Donc si je considère que noir est une couleur, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Donc ça peut être moi, ou ça peut être qu'elle est quelque part, mais je ne la vois pas. Mais toi, dans la tête de l'enfant, moi j'ai eu des éclats... j'ai fait ça naturellement, j'avais envie de le partager, mais j'ai eu des retours très vite. Et genre ma fille, elle l'a lu, elle a 6 ans, ça fait 6 ans qu'elle dort avec une veilleuse, le soir même plus de veilleuse. Donc il y a une énergie qui est dedans, il y a quelque chose, il y a des fréquences qui sont dans ce truc-là. Et c'est un livre aussi à partager en famille, parce que quand les parents vont le lire, ils vont peut-être comprendre des choses eux, et si eux gèrent sur eux, ça va gérer sur l'enfant. Et s'ils le partagent, tu as cette notion aussi de partage familial, où tu vas lire une enfant. À ton enfant. Il y a une transmission qui se fait. C'est quand même une surface corrigée dans le sens où tu corriges un défaut culturel, socioculturel à ton échelle. Tu l'harmonises à ton échelle. Je ne sais pas dans le corriger, mais... Évidemment, pour justement cette incompréhension totalement illogique qu'on ait aussi peur du noir, alors que ça devrait lui faire du bien. C'est un sujet tabou aussi. Voilà, c'est un sujet tabou. Je mets le doigt sur un truc où je dis finalement qu'aujourd'hui le noir peut être divin, alors qu'on a voulu toujours le diaboliser. C'est pas facile d'en parler comme ça. Tu vois, c'est complètement une nouvelle vision du bien et du mal, quelque part. Et puis même les fables n'ont pas aidé à ça, hein, sachant que, par exemple, le petit chaperon rouge, c'était pour faire peur aux filles, pour éviter qu'elles sortent la nuit. Retrouver les garçons, en réalité, c'était la vraie raison pour laquelle les villageois avaient créé cette fable. Et donc, on a fait peur pour le nuit aux petites filles, pour éviter d'aller rejoindre les jeunes garçons. Et les jeunes garçons, j'aime le mot que tu dis, on a fait peur. On a fait peur, exactement. Comment on peut susciter l'idée de faire peur à des gens, tu vois. C'était aussi d'être juste, de le faire dans l'autre sens. Les garçons, eux, on leur racontait que s'ils sortaient à la pleine lune, au moment de l'ovulation maximale des femmes, des jeunes filles, on leur racontait que s'ils sortaient à la pleine lune, ils allaient se transformer en loup-garou. Donc eux aussi avaient peur d'aller rejoindre leur douce en douce, c'est le cas de le dire. Il y a aussi une fable par rapport, par exemple, ça me fait résonance par rapport au panda de Chine. Le panda de Chine aussi, il est noir et blanc.
et on sait pourquoi, et en plus c'est triste. Hein, c'est pour dire, lorsque les premiers pandas ont commencé à pleurer leur premier mort, se sont mis... en fait, le premier panda est décédé et aurait été inhumé, brûlé donc en cendres, et ils auraient pris les cendres et se seraient frottés les yeux, d'où les yeux noirs. À un moment donné, ce seraient tous, entre eux, les pandas, se seraient enlacés, d'où leurs bras. D'où les taches. Ouais. Voilà, d'où les taches. Donc, c'est aussi des fables qui amènent aussi le noir à le diaboliser, comme tu as dit. Et je te remercie de replacer le noir dans sa vérité. Hein, sachant qu'on en parlait aussi hors caméra, les ténèbres sont souvent dans le noir, alors que Lucifer est le porteur de lumière. Tout à fait. On ne dit pas assez souvent, mais il faut le dire. Hein. Ce livre se lit vraiment très facilement, et les illustrations sont une belle réussite. Sont vraiment réussites à l'intérieur, beaucoup de couleurs. Et dès les premières lectures, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour avoir plusieurs niveaux de lecture. Hein. On comprend très très facilement qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de compréhension qu'on ne comprend pas tout de suite. Hein. Même toi, tu le dis au départ, lorsque tu l'as fait, tu n'as pas forcément conscientisé. Et aujourd'hui encore... J'en redécouvre encore. Tu en redécouvres encore aussi. Parce que j'avance aussi sur moi, et bah oui, c'est toujours pareil. Tu éveilles ta vision des choses, enfin, tu harmonises encore plus. Et il y a un moment où tu t'aperçois que ça veut dire ça, mais que ça veut encore dire ça. Plus tu mets de légèreté dans les choses, et plus tu les lis différemment. Et là, sur le niveau de lecture, il y a une partie au départ qui est de lecture très infantile, avec des dessins qui sont pas forcément rigolos, mais très simples, le papa, la maman, enfin le papa, les enfants, noirs. Et c'est vrai que plus on avance dans le livre, plus la fin, on peut dire, tiens, c'est un peu plus adulte. Parce que j'ai voulu aussi... parler au cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut parler au mental, il faut parler à l'intérieur. OK, il y a le côté histoire qui va être plutôt au début, mais après, on rentre dans le côté thérapeutique aussi, où il faut qu'il y ait des messages qui passent. C'est très dur d'écrire un livre pour enfants, parce que parler de spiritualité, parler de choses limite quantiques ou des sujets importants pour travailler sur de la thérapie, et le dire avec des mots d'enfant, je te garantis que là, ça a été long. L'écrire, ça a été rapide. Hein. Par contre, l'adapter... Alors, en parlant de ça, justement, pour l'adaptation, est-ce que tu as fait appel, est-ce que tu as consulté, par exemple, des pédagogues pour connaître au niveau motricité, au niveau compréhension des enfants, comment aller le percevoir, cela pour peut-être modifier légèrement la trajectoire, essayer d'adapter au plus au niveau de l'intégration de l'information. Est-ce qu'il y a eu ce travail-là ou tu t'es laissé porter, simplement? Moi, je me suis laissé guider, j'ai fait confiance à la vie, les personnes se sont présentées, donc moi, j'ai fait corriger des amis qui avaient été enseignants... en maternelle, des trucs comme ça, et qui m'ont corrigé, parce que l'orthographe, moi, c'est pas mon truc. Hein. Donc, j'ai développé la partie créatrice et pas trop la partie posée. Donc après, j'ai fait corriger, et des personnes qui étaient habituées à lire, ou m'ont dit, écoute, là, il faut mieux le formuler comme ça, place-le comme ça. Mais je voulais quand même garder mon fil conducteur et garder... on le sait, hein, quand tu dis des choses, il y a des fréquences qui se mettent dedans, et il fallait que ces fréquences restent harmonieuses et que ça parle à l'intérieur, quoi. Donc, les textes ont été... on a ajusté des petits mots, pour que ça reste souvent dans le dit positif, hein, parce que je ne vais pas parler de cette dualité non plus, mais vraiment rester dans ce fil conducteur où ça reste des mots doux, où il y a des petites connotations, des mots qui vont parler à l'intérieur. Donc j'ai fait corriger, donc j'ai quelques amis qui m'ont aidé, et puis voilà. Après, l'idée de départ, c'était le texte raconté, on l'a mis en images. Après, moi, je me suis adapté sur les images, c'est-à-dire j'ai raconté l'histoire de départ. En un an, elle m'a fait les dessins. On a eu une première vague des 6 premières pages, les 6 dernières pages. Je n'ai pas corrigé grand-chose. Et après, moi, j'ai remis le texte en fonction des images. C'était plus ça le travail. C'est-à-dire que j'avais mon idée globale, j'avais ma structure. Et après, comment coller chaque morceau sur chaque image. Et là, est venue d'autres idées en fonction des images. Et puis voilà. Et puis après, moi, au fur et à mesure aussi que je le faisais, je voyais toutes ces symboliques qui étaient cachées derrière. Hein. Tu vois, la première page, cette spirale un peu qui symbolise la transmutation. Toutes ces notions de la couleur, tu vois, qui symbolise aussi la créativité, le feu d'artifice qui symbolise la vie. Je le mets souvent en dédicace, moi, fais de ta vie un feu d'artifice de couleur. Donc, sois créateur, tu vois. Tu as tous ces petits trucs. La dédicace, je joue beaucoup, parce que dans la dédicace, j'essaye vraiment d'être connecté à chaque personne qui la demande. Chaque dédicace est individuelle. Donc, je passe beaucoup de temps. Ah oui, personnalisé tout le temps. Moi, c'est mon cheval de bataille. Là. C'est pas des phrases toutes faites que tu sors comme ça. Il y en a qui reviennent souvent. Alors, je me fais des phrases toutes faites, parce que comme je te dis, l'orthographe, c'est pas ça. Donc, je m'impose des petits mots où je sais que ça peut se passer. En tout cas, dans l'intention, tu y mets vraiment une personnalisation, une énergie particulière. Alors, je me connecte à la personne, et souvent, il y a un message qui va lui servir un jour dans sa vie. C'est un livre qui va te suivre, on va dire. J'aime que les gens, moi, des fois, je suis même prêt à en donner un. Quand ils arrivent, ils me disent, tiens, j'ai 2 enfants, tu m'en mets qu'un. Je dis, écoute, je vais t'en donner un, mais t'en prends. Chaque enfant, moi, je veux lui mettre son texte à lui. Et il y a un truc qui va venir.
Et je sais qu'un jour, il va tomber dessus. Il va ouvrir, il va ranger ses affaires. Il a peut-être 20 ans, 15 ans, 16 ans. Ça va être une phase de sa vie où ça ira pas, où il va se poser des questions. Et La vie est bien faite, il va arriver sur ce livre. Et il va lire le truc, où il va relire la dédicace. Et c'est un moment où il se posait des questions sur un truc où ça allait pas. Et l'énergie qui est dans cette dédicace, ça va... Voilà, le but, c'est d'apporter quelque chose en plus. Et moi, j'en ai qui me le disent aujourd'hui, bah tiens, tu m'amènes une dédicace, ça parle vraiment, il est comme ça, ou il est comme ça. Et c'est OK, quoi. Et au début, les premières dédicaces que j'ai faites, c'était des prénoms vraiment originaux. Et je me rappelle un jour, j'ai fait aussi Océane, et j'ai tout un texte qui est venu sur cette notion de l'océan qui est toujours un, et pourtant il y a l'obscurité de la lumière, mais ça fait qu'un, tu vois. Oui. Il n'y a pas cette dualité, cette séparation, tout le monde vit. Et l'océan n'est fait que de gouttes d'eau, mais chacune est importante, puisque c'est ce qui fait l'océan individuel. Voilà, c'est ça. Merci déjà de me l'avoir offert, parce que tu me l'as offert. Ça me fait plaisir. Il y a juste avant, on s'est retrouvés tout à l'heure, on s'était vu la dernière fois au mois de juin, et du peu que j'ai lu, alors parce que j'ai pas eu le temps forcément, j'en ai lu qu'une bonne partie, il se lit très rapidement, très facilement, mais la première chose qui m'a frappé, que j'ai retenue, c'est le fait que tu personnifies le noir. Tu lui donnes vie. Alors, tu ne parles pas du noir comme étant papa, maman, j'ai peur du noir, explique-moi ce que c'est. Non, noir existe vraiment. C'est ça. Voilà. Alors, c'est une entité, et le pire, c'est que j'ai vu qu'il a des émotions. À un moment donné, on voit dans... Tout à fait. Voilà, il est triste parce que justement, les enfants le rejettent, ont peur de lui, et il a envie d'être aimé aussi. C'était l'idée de départ. Voilà, c'était l'idée de départ. Donc, pour toi, tout est unité et amour, et donc même le noir, même l'obscurité, a besoin d'être aimé tout comme parce qu'elle s'est oubliée elle-même. À force que tout le monde lui donne, on le sait, quand tu portes une attention particulière. J'ai vu le film Vaiana il n'y a pas longtemps, ça m'avait parlé à la fin où tu as ce personnage qui arrive, qui s'était oublié, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais tu as cette déesse on lui a volé son cœur quelque part. Elle s'oublie elle-même, elle devient ce monstre de lave, et quelque part, cet enfant arrive, elle a foi en elle l'a reconnu, et elle retrouve qui elle est, elle reprend son cœur, et elle recrée à nouveau. Et c'est ça, cette symbolique, c'est ce noir depuis des années, ou ce mal, ou tout ce qu'on considère comme négatif. Une chose est négative parce qu'on porte l'attention, on la nomme comme négative. C'est notre vision des choses qui fait que c'est négatif. On le sait en plus. Oui, c'est comment on la nourrit. Voilà. Les choses deviennent l'attention qu'on leur donne, l'idée, enfin, tu deviens ce sur quoi tu portes ton attention, et les choses deviennent l'attention que tu leur portes. Donc aujourd'hui, moi, le but, c'est d'apporter aux gens une nouvelle vision des choses, qu'ils l'intègrent vraiment dans le cœur, que cette énergie change, et que finalement, le seul moyen de revoir la lumière dans l'obscurité, c'est nous, avec l'intention qu'on va mettre dedans, de revoir au fond l'amour et la lumière qu'il est. Je ne veux pas partir dans un truc, je ne veux pas avoir la perchée, je veux dire, mais ça reste, c'est prouvé scientifiquement, c'est de la physique quantique, je veux dire, il y a un moment où tout ce que tu vas émettre, le but c'est maintenant, ce noir, je le personnifie, donc cet enfant maintenant, c'est son copain. Moi, ma fille maintenant, quand elle va se coucher, c'est tiens, je vais faire des câlins à un noir. Alors qu'avant, c'était j'ai peur du noir, un renversement de situation assez inattendu. Donc déjà, c'est la partie thérapie là-dedans. Donc elle se couche et c'est comme si le noir, au moment où à la seconde où elle ferme les yeux, c'est comme lui, il avançait, il la prenait dans ses bras et elle est bien dans ses bras. Et de la peur, on passe à la bienveillance et à la protection. Donc il y a toute cette symbolique-là et donc c'était vraiment changer sa nature parce que Noir, ce petit personnage, il s'est oublié, lui. À force que tout le monde le voit comme il est mal ou obscur ou machin, il a fini d'oublier qui il était vraiment. Et donc là, au début, il y avait le côté un peu culpabilisant, tu vois. On va chercher le mental, on va ramener l'ego en faisant culpabiliser un peu. Il y a un peu de technique là-dedans, mais moi, je lui ai dit à ma fille, il doit être triste et tout, t'imagines, t'es toujours en train de le critiquer, t'es toujours en train de dire ça, t'as peur de lui, t'es méchant avec lui. Enfin, je mets pas d'énergie de cette méchanceté, mais j'essaie de lui montrer une autre vision des choses. C'est ça le principe, c'est de dire, tiens, tu le vois comme ça, et si tu le voyais comme ça? Ah ouais, c'est vrai, il peut être triste et tout. Parce que les autres couleurs ou les autres personnages ou les autres choses, on les aime. Tiens, pourquoi lui, on ne ferait pas pareil? Donc, c'est parti de là-dessus. Et puis après, il y a eu toute cette notion de le réintégrer dans les couleurs, de le redonner vie avec les autres, de plus être dans cette notion de séparation, comme je disais tout à l'heure. Donc, moi, c'est derrière, dans la symbolique du livre, dans cette lecture plus profonde, là, si vous arrivez à lire cette profondeur un jour ou l'autre, c'est d'arriver vraiment à ne plus être en division et quoi que ce soit. Mais c'est dans la symbolique, comme je disais tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, tes zones obscures, finalement, il faut les voir comme lumière. Et ça apporte de la paix dans le cœur, c'est la plus grande des thérapies, c'est qu'à un moment, un jour ou l'autre, on arrivera à voir les choses au plus profond de ce qu'elles sont. On aura bien compris le message. Voilà. Le noir n'est pas le vilain petit canard de la vie. Bien au contraire. Pas du tout.
Bien au contraire, elle nous sert bien. C'est ton compagnon, oui. Alors maintenant, pour conclure, je te poserai cette question. Quel rapport tu as aujourd'hui, depuis que tu as donné vie à ce personnage noir? Est-ce que tu lui parles des fois, dans tes rêves ou dans la nuit, comme ta fille, parce que tu as parlé de ta fille, mais toi, quel rapport tu as avec le noir aujourd'hui? J'ai pas envie de dire que c'est aujourd'hui, mais ça s'est fait progressivement, et j'ai eu des ancrages religieux, comme tout le monde. Je suis resté très longtemps dans la religion, dans plein de choses, et avec cette notion bien mal, noir-blanc. Et il y a un moment, je sais pas, ça m'appelait tout le temps, cette notion du noir et de l'obscurité. Et ça me perturbait un peu. Et puis, quelque part, j'ai l'impression de ne pas être clair, parce que j'ai évolué pendant plusieurs années dans des milieux spirituels. Et je dis, comment ça se fait que tu as cet intérêt pour l'obscurité, dans ce côté diabolisant, quelque part, et j'arrive pas à me mettre à l'idée qu'on puisse diaboliser quelque chose. Alors, je suivais le mouvement dans mon éducation, dans ma vie de tous les jours, mais il y a un truc qui clochait à l'intérieur. Mais je le révélais pas non plus, parce que je me disais, attends, c'est pas clair, tu es dans le négatif, comment tu peux aimer ce côté-là? Et jusqu'au jour où j'ai compris aujourd'hui, donc si tu veux, maintenant je le vais en paix, en harmonie, c'est ce que j'offre aux gens, c'est retrouver la paix et l'harmonie dans le cœur, quelque part. Parce que, voilà, c'est trouver... Pour moi, l'ouverture du cœur, c'est cet endroit où tu viens centraliser, c'est le point d'unité, où tu accueilles la partie âme et mentale, où tu accueilles cette partie blanc et noir, où tu en parlais à un moment donné, c'est une quête. Donc tu as fait ce cheminement-là, vers cette quête, et toi, ton Saint Graal, il est là. Maintenant, c'est ça, c'est la quête d'obscurité, c'est-à-dire que la vraie vérité, c'est dans l'obscurité, parce que c'est dans les moments durs de la vie que l'on voit dur à nos yeux, qu'on grandit, qu'on comprend nos messages, et quelque part, le divin, il s'exprime, j'ai envie de dire, dans cette matière. Et ce qui est drôle, c'est qu'un jour, je pense souvent des fois au film, le Prophétie des Andes, là, où il parle des fois les messages et tout. Et un soir, je me couche, j'avais lu le livre, et j'avais le livre de Lenoir qui était posé, ma femme était en train de le lire, et c'était L'âme du monde. Donc, il s'appelle Lenoir, L'âme du monde. Donc, c'est Frédéric Lenoir, je crois. Oui, c'est ça. Et au moment, je pose le livre comme ça, et je me retourne, et je vois écrit la lumineuse histoire de Noir, le noir, l'âme du monde. J'ai pas encore tout décodé, mais tu vois, j'étais en train de me poser des questions, et d'un seul coup, je pose le truc comme ça, et ça fait penser comme dans la Prophétie des Indes, là, à un moment, il pose les livres, et puis il y a un message qui s'écrit, et c'est venu encore m'asseoir dans ma vérité, tu vois. Et je dis, il y a vraiment un truc, il y a quelque chose de plus profond. Alors peut-être que je ne vais pas rentrer dans les divisions, dans les dualités de théorie du complot ou quoi que ce soit. Alors je me dis, c'est bizarre que pendant des années, quand même, on nous diabolise ce noir. C'est qu'il y a forcément une vérité derrière. C'est-à-dire que si on se dit qu'on a été manipulé ou contrôlé, je ne suis pas là-dedans aujourd'hui, mais j'y étais une époque, je me dis, si je vais jusque là-dedans dans ma réflexion, si on nous a diabolisé le noir, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose de plus important qu'on pense. Et que le divin, c'était peut-être pas ce côté-là lumineux qu'on croyait, mais c'est peut-être de l'autre côté. Et cette idée du tout, moi aussi, j'avais réfléchi avant, je me dis l'univers, on dit que tout est un, tout est un, peut-être aussi. Tout est un, c'est peut-être un jeu de mots qui a à réfléchir, mais moi je dis, quand je regarde l'univers, je vois quasiment que du noir, donc quand on me dit que tout est divin, que Dieu est partout, donc finalement... On est quand même, la lumière, elle n'a pas beaucoup de place dans tout ça. Non, pas vraiment. Donc, c'est une vérité que j'explore en tout cas, je ne suis pas là pour dire que c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, il y a quelque chose à observer là-dedans. En tout cas, un livre que je vous conseille de lire à tous, voilà, La lumineuse histoire de Noir. Et où est-ce qu'on peut le trouver alors? Alors à l'actuel, moi je communique en réseau fermé, donc lors de conférences ou de salons. Voilà, tu as un Facebook, tu as un site internet? Facebook, donc moi je conseille de me contacter sur Facebook, donc Emmanuel Croiset, ou j'ai une page Facebook La Lumineuse Histoire de Noir. On mettra le lien, forcément. Voilà. Et à partir de là, si on t'en fait la demande express, tu peux l'envoyer. Voilà, pour l'instant je l'ai fait en local. Il y a déjà 300 exemplaires de vendus, c'est déjà sympa. Des personnes, il était chez Toys R Us, et dans certains magasins bio aussi. Donc pour l'instant c'est en local, le but maintenant c'est de... J'aime en parler aussi, moi j'aime être au contact des gens, donc le but c'est peut-être de bouger, d'aller vers vous et d'essayer de le proposer. Après si des personnes sont OK pour le déposer quelque part, c'est OK aussi pour moi. Je l'envoie aussi par courrier, il a déjà voyagé, hein. Noir aime voyager. Et puis voilà, après vous par mail, croiset.emmanuel, non, emmanuel.croiset, @ on mettra. On mettra, tout à fait. Alors maintenant, on peut, pour conclure, pour fermer tout ce chapitre-là, on peut donc parler... à la base, tu n'es pas écrivain, on est bien d'accord. Hein, tu as fait ce livre parce que c'est inspiré, hein, on l'a compris. Hein, c'est une expérience que tu vis, qui t'est heureuse aujourd'hui. Oui. Mais quelles sont tes activités aujourd'hui? Parce que je crois que tu es thérapeute, coach de vie, conférencier, et tu donnes des soins aussi.
énergétique. On peut en parler. Tout ça. On peut en parler. Donc, alors, je fais de moins en moins de soins parce que je travaille de plus en plus en enseignement. J'estime qu'aujourd'hui, la guérison et tout l'avancement doit se faire par une philosophie de vie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, j'ai une partie thérapeutique où je fais du décodage, donc biologique ou contextuel, enfin de tout ce qui se passe, la lecture des fréquences, donc pourquoi j'ai attiré ça et apporter une vision sur la situation. On ne va pas trop remuer dans le passé, mais mes séances très vite se sont mises en place sur de l'enseignement et sur vraiment comment je peux partager ou échanger et apporter ma fréquence d'amour et d'unité dans mon rapport à l'autre. C'est-à-dire que les personnes arrivent, on a une situation, et après, moi, je leur vends mon rêve, quelque part. Je leur vends comment arriver à revoir l'amour dans tout ce qui nous est arrivé. Comment retrouver l'amour dans une situation ou dans une personne qu'on n'aime plus. Voilà, partout. Oui. Et finalement, on arrive à le trouver. Et j'ai envie de dire qu'une fois que tu es dans la gratitude, que tu as trouvé cette paix intérieure, que tu n'es plus en conflit, tu es dans la guérison. Donc, ne plus être en combat avec qui que ce soit, je te parlais, que ce soit dans les maladies. Toujours... voilà, moi, j'ai assez vite compris dans ma vision des choses que une cellule... qu'on peut dire mauvaise, quoi qu'il arrive, une cellule, c'est vivant. Si c'est vivant, ça a une âme. Donc, comment aller voir l'âme de chaque chose plutôt que la voir en surface et être en dualité ou en guerre ou en combat. Je ne suis pas contre quelque chose. On parle des maladies. Moi, je suis prêt à donner de l'argent dans une maladie pour qu'elle guérisse, mais pas contre la maladie. Tu vois, j'essaie de sortir de cette politique du contre, d'être dans le pour. Et finalement, j'apporte une thérapie de comment retrouver cette vision d'amour et d'unité. J'avais appelé ça la vision universelle de l'être. Donc, comment aller voir au plus profond de l'autre, comment le reconnaître. Et une fois que je l'ai reconnu, voir ce qu'on est venu faire ensemble, que ce soit une maladie ou une expérience, comprendre le message et plus être en guerre. Donc, j'ai mis ça en place, c'est ma philosophie, et je m'aperçois qu'il y a des super résultats. Donc, c'est plus un accompagnement par rapport à d'autres choses qui se font, peut-être. C'est complémentaire d'un médecin ou de notre soin. Mais plus j'avance, donc j'ai fait du magnétisme, j'ai fait du reiki, de la médecine chinoise, plein de choses. Mais en fait, je m'aperçois que ça m'a servi à avoir une nouvelle vision des choses en vieillissant. Et quelque chose de plus globalisant pour toi. Voilà. De voir l'être dans son entièreté, puisque ce que j'ai pu comprendre des conversations qu'on a pu avoir, tu vois le divin de manière assez fractale. Il est un peu en chacun de nous. C'est pour ça que tu aimes tout le monde. Parce que en chacun de nous. Il est que en chacun de nous. Donc tu retrouves cette unité. Tu aimes profondément les gens, ça t'arrête pas de le dire, à la répéter à tue-tête. Oui. Mais il y a aussi une réelle volonté. C'est pas seulement des mots. On le sent dans ce que tu dis, dans l'intention. Tu aimes vraiment les gens. Et c'est pour ça que tes soins fonctionnaient. Bon, maintenant que tu dis que t'en fais moins, t'en fais encore. Oui. Donc ça fonctionne. Mais tu préfères transmettre cette unité aux autres personnes pour qu'elles puissent se connecter à la source et apprendre les gens à se guérir eux-mêmes plutôt que toi les guérir. C'est ça, tout à fait. C'est plus le but. C'est de les rendre autonomes. Moi, c'est complètement ma politique parce que moi, je me suis fait aider, comme beaucoup, souvent quand on arrive à la méthode, c'est qu'on a souffert nous-mêmes à un moment. Enfin, on a eu cette vision d'imparfait de la vie, de tous ces conflits, de toutes ces maladies, de tous ces trucs-là. Et à un moment, moi, je suis né avec l'envie de non-vivre quelque part, et c'est ce qui m'a poussé quelque part. Si j'avais aimé la vie quand je suis né, je ne ferais pas ce que je ferais aujourd'hui, on est bien d'accord. Donc je me suis dit, ça doit être ailleurs, ça doit être meilleur. Donc j'ai fait un chemin pour essayer de comprendre, pour trouver une solution, pour trouver comment vivre bien et sans me poser de questions. Donc j'ai cheminé, et j'ai fait plein de méthodes, et jusqu'au jour où j'ai compris que, vu que j'étais très dans le mental très souvent, j'ai compris que c'est que le jour où moi j'étais en co-création avec le soin qu'on m'apportait que je guérissais. Donc en fait, la vraie personne qui fait le travail, c'est celui qu'on reçoit. Et quelque part, moi je le dis souvent aussi en conférence, les gens me disent merci pour avoir fait ci, merci pour avoir fait ça. Il n'y a pas de merci, c'est-à-dire que moi, grâce à leur souffrance, ils m'ont permis d'exister en tant que thérapeute. Ou grâce au fait d'avoir fait le choix de ne pas savoir, ils me permettent de faire l'expérience sur cette tête, d'enseigner des choses. Donc à la limite, à chaque soin, tu apprenais autant que tu leur apprenais à eux, et dans tes séminaires aussi. On parlait de... Enfin, il y a des fois, moi je me dis, peut-être que c'est pour ceux qui croient d'autres plans, moi aujourd'hui je suis venu, je t'apprends, et toi au même endroit ailleurs, c'est toi qui es en train de m'apprendre. Je vais te prendre de l'argent à la fin de séance, c'est ok, mais quelque part, tu me fais le cadeau d'exister dans ce que je suis aujourd'hui. Donc il y a eu tout ce processus dans ma tête Tout a une raison d'être. Voilà, et puis de ne pas aller... je sais que les gens sont très friands, je sais qu'aujourd'hui je referai du soin magnétique, du reiki, des trucs comme ça. J'aurai carton plein tous les jours. Mais c'est pas le but, parce que je sais que
qu'on peut s'auto-guérir par soi-même. Et je vois plus comme une philosophie maintenant, comme une forme de guidance sans prétention, mais c'est plus une philosophie de vie que vraiment une méthode thérapeutique. Donc, alors, pour rebondir sur ce que tu dis, j'entends de plus en plus de thérapeutes aller dans cette voie-là. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils le sentent tous, que l'énergie a beaucoup changé, entre guillemets, façon de parler. Hein. Avant, les thérapeutes étaient là pour soigner. Aujourd'hui, ils sont plus pour enseigner à s'auto-guérir. Et tu es dans... Bon, on va pas parler de surf, tu ne surfes pas sur une vague. C'est simplement ton ressenti à toi qui le dit. Il y en a de plus en plus. Tous ne le font pas. La vague est là et on s'accorde à la vague et on fait ce qu'elle nous Exactement. y a à faire. Hein. C'est pour s'aligner que tu es dedans. Alors là, pareil aussi, tu proposes des séminaires quelquefois. Je fais des ateliers, je fais des conférences. On peut retrouver toutes ces dates. Pareil, sur ton Facebook. Moi je communique beaucoup par Facebook parce que c'est la facilité. Et puis c'est un contact direct aussi. Ça permet de lâcher prise aussi, de laisser place aussi aux rencontres de la vie. Donc j'ai essayé de faire les sites internet, tout ça, mais ça demande aussi, c'est énergivore. Hein. Ça demande de suivi, tout ça. Et puis il y a un moment où il faut faire confiance aussi que les choses doivent se faire quand elles se font. Donc et la personne qui doit me trouver ou que je dois faire quelque chose avec elle, on sait bien qu'elle arrivera et que ça se fera. Et puis je vous demande juste moi, que chacun soit à l'écoute de ce qui se passe. Justement, de savoir lâcher prise pour que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, quand l'info passe, pour nous permettre de grandir, qu'on soit à l'écoute de ça et qu'on la saisisse. Quoi. Voilà, vous pouvez vous procurer ce livre au Facebook directement auprès du créateur, hein, du Emmanuel Croiset. Du transmetteur. Pas la prétention. Voilà, qui a créé. Et puis on remercie aussi l'illustratrice Agnès Arfeuil pour ses magnifiques dessins. Très gros travail. Hein. Très gros travail, comme tu as dit. Très gros travail. C'est vrai qu'au niveau de l'illustration, c'est franchement champion. Et puis pour le reste, si vous voulez connaître et suivre l'actualité de Emmanuel Croiset, conférencier, thérapeute, coach de vie, eh bien sur son Facebook aussi. L'adresse est indiquée dans la description et sur la vidéo, ci-contre. Eh bien, quant à moi, je vous dis à une prochaine fois. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.